ce qui structure le monde actuel, c'est le déni. Il l'a dit. On refuse la réalité. Et en fait, la réalité, elle est relativement simple. On a besoin des 9 limites planétaires pour l'exprimer. Enfin, bon, si on résume, c'est juste, on fait absolument n'importe quoi et on fait l'exact contraire de ce qu'on dit qu'on va faire. C'est troublant, il y a peu de gens qui le disent clairement. Lui, il écrit un bouquin pour expliquer ça, et il est on ne peut plus clair. On ne se rend pas assez compte que la question du climato-négationnisme organise toute la politique du temps présent. Et il soutient sur des pages et des pages qu'on ne peut rien comprendre à ce qui se passe depuis la fin du XXe siècle jusqu'à maintenant si on ne regarde pas l'organisation mondiale du négationnisme du changement climatique. C'est le cœur de la pensée et de l'organisation humaine actuelle. On est clair que ce matin, on parle des humains. Je vous cite des philosophes, des anthropologues. Voilà. Là, on parle bien de notre capacité à orienter le système Terre, puisque c'est les définitions de l'Anthropocène, et on s'est dit qu'il va bien falloir qu'il y ait quelqu'un qui réfléchisse, puisque de fait, on est en train de l'orienter, mais sans y avoir réfléchi. Donc clairement, ce matin, on focalise sur la question humaine. Et en fait, l'idée, c'est que voilà, ce matin, on doit passer par 3 géants de stature internationale, et qu'avant d'échanger sur nos opinions, ça vaut le coup d'écouter ce qu'eux ont à dire, parce que si le monde entier les écoute, peut-être qu'ils ont tort, mais ça vaut le coup de prendre 1 heure ou 2 pour comprendre ce qu'ils ont à nous proposer. Enfin, qu'est-ce que vous connaissez de Bruno Latour, en fait? C'est qui? Il parle de quoi? Qu'est-ce qui fait qu'il est célèbre? C'est un des grands philosophes des sciences, extrêmement renommé, qui, dans toute la fin de sa carrière, a pensé la question écologique, y compris sur la question politique, notamment dans ce petit essai « Où atterrir », et aussi dans Face à Gaïa, qui est un beaucoup plus gros pavé, dans quasiment les 2 dernières décennies de sa carrière, il s'est engagé très fortement sur la question de penser cette question écologique, qui était sinon parfois un peu lointaine des questions universitaires et stratégiques fondamentales. Bien avant ça, il était déjà extrêmement renommé. C'est quoi le premier métier de Latour? Sociologue. Ouais, sociologue, anthropologue, et sociologue de quoi? Pourquoi il s'est retrouvé prof à l'école des mines? Voilà, sociologue des sciences. C'est quoi un sociologue des sciences? Il s'interroge sur le rôle des sciences dans la société. Alors, il y a sans doute des gens qui font ça, mais c'est pas exactement ce qu'a fait Latour. Donc personne n'a lu Guerre et paix des microbes, par exemple. Latour, il est allé voir comment on fait la science. Il est fasciné par le laboratoire. Et il raconte ce qui se passe dans un laboratoire, et c'est assez génial. Parce que ce qu'il montre, et il le montre à plein d'exemples différents, et notamment autour de Pasteur. Pasteur, c'est l'icône du savant qui a changé la société et qui nous a sauvés. Il raconte en détail ce qui s'est passé avec cette guerre épée des microbes. Comment on invente les microbes. Il ne vous échappe pas que le microbe n'est pas une donnée acquise. Pendant un moment, ce truc-là est invisible, et Pasteur passe pour un dingue, à dire qu'il y a des bestioles invisibles qui peuvent nous rendre malades. C'est pas du tout simple d'établir dans la société le fait qu'il y a des microbes. Il étudie ça, mais en fait, il a étudié plein d'exemples de laboratoires. Et une des choses qui est paradoxale et qui nous montre, c'est que la science qui fabrique des vérités partagées et objectives est forcément basée sur de la bidouille et de la négo. Et il y a des gens qui, à tort, l'ont interprété comme un relativisme, en disant il n'y a pas de vérité. Au contraire, Latour est extrêmement clair sur le fait qu'on peut bâtir une vérité. Mais pour bâtir une vérité, la principale technique qu'on a, c'est le laboratoire, c'est un endroit où c'est faux. On sort du réel pour pouvoir fabriquer des vérités. Et donc c'est quelqu'un qui regarde avec un regard extrêmement neuf la fabrication de la science, parce que globalement, on a souvent un regard fantasmé sur c'est quoi la construction d'une vérité scientifique. Quand il la dissecte, il y a toujours des négociations financières, politiques, et il y a toujours des essais, erreurs, des maladresses. Et je veux dire, n'importe qui est passé dans un labo de recherche, c'est tout ça. Hein. On va dire, c'est la chose la plus évidente au monde pour les gens qui connaissent la recherche. Et ça n'enlève rien à la portée valide et puissante des données scientifiques et de ce qu'on arrive à prouver avec la science. Par contre, il nous a montré comment on fabrique une vérité. C'est ça notamment qui a permis à Bruno Latour de se rendre célèbre, et c'est ça notamment qui l'a amené à l'école, puisqu'il a créé un des cours que je crois que vous avez encore. Voilà, le cours sur les controverses scientifiques, ça vient directement de Bruno Latour. Cette idée
qu'une idée scientifique, elle serait vraie et elle s'imposerait d'elle-même, n'est basée sur aucun fondement. Jamais les idées ne s'imposent d'elles-mêmes. Elles luttent et elles finissent par être imposées par tout un ensemble d'acteurs. Et un de ces apports théoriques majeurs, c'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble d'acteurs humains qui négocient. Chez Pasteur, il y avait notamment l'enjeu des médecins. Est-ce que les médecins vont croire aux microbes ou pas? Et tant que les médecins étaient opposés au concept de microbe, c'était très dur de rendre le concept de microbe crédible. Et au moment où on arrive à ce que les médecins basculent en faveur du concept de microbe, la société bascule. Donc il y a des agents humains, mais il y a des agents non humains. Son titre, c'est pas « Comment Pasteur convainc les médecins de la véracité de la théorie microbienne ». Son titre, c'est « Guerre et paix des microbes ». Et donc, à la fois, il éclaire la science d'un regard nouveau, et à la fois, il fait un saut conceptuel que pas grand monde avait fait avant lui, qui est de dire il y a des acteurs non humains au cœur de la société. En fait, les microbes sont un des acteurs de la négociation autour de leur reconnaissance. Et à partir de ce texte qui est déjà très ancien, il a continué à travailler sur comment la société fabrique des vérités, d'où le cours de controverse scientifique, où vous êtes amené à réfléchir à c'est quoi la structure d'un débat autour d'une vérité scientifique, parce que toutes les vérités scientifiques ont été des controverses avant d'être établies. Et donc, vous travaillez sur la science en train de se faire. Ça, c'est Bruno Latour. Et la très grande originalité derrière, c'est de se dire il faut qu'on inclue dans notre pensée du monde des êtres acteurs, qui ont une capacité d'action, qui ne soient pas des humains. Vous avez déjà entendu cette idée-là? En droit, il se passe des choses extrêmement intéressantes là-dessus, et au niveau international et au niveau français. L'intelligence artificielle? Ah, c'est très drôle que c'est à ça que vous pensiez en premier. Alors, de fait, ça fait partie des acteurs non humains qui vont pouvoir jouer un rôle. Mais je pensais, et ils ont d'abord cité des fleuves, des montagnes. Comment tu donnes un droit juridique à un fleuve? Est-ce que ça a du sens de donner une personnalité juridique à un fleuve? Tu peux avoir des personnes morales, une entreprise, c'est pas une personne morale, qui fait une action en justice. Est-ce que un fleuve pourrait être une personne morale? C'est absurde ou pas comme discussion? Allez voir le Parlement de Loire, c'est des travaux qui sont en cours en ce moment en France, auxquels Bruno Latour a contribué. Ils sont portés notamment par Camille de Toledo, et il y a des dynamiques comme ça un peu partout dans le monde. Est-ce qu'on peut donner une personnalité juridique à une montagne? C'est une question qui est troublante, et en même temps, puisque l'entreprise minière a une personnalité juridique, pourquoi est-ce que la montagne ne pourrait pas en avoir une? C'est des débats qui sont en cours, et qui s'appuient sur des questions de concept. Et la première chose, c'est donc d'oser penser le fait que oui, nous sommes en négociation avec des entités autres qu'humaines. C'est un des apports majeurs de Bruno Latour. Ouais. Dans le cadre d'une entreprise où finalement c'est un collectif humain avec des représentants, qui représente la montagne? Qui se lève au tribunal pour... Excellente question. Il n'y a pas de réponse mature aujourd'hui, pour le faire simplement. C'est juste pour vous introduire qui est Bruno Latour et pourquoi on parle de lui ce matin. Il faut que vous soyez conscient qu'il est extrêmement présent à l'école et dans votre cursus. Et nous, on avait la chance de l'avoir en cours. Ça, c'est une série d'interviews de Bruno Latour qui a été fait moins d'un an avant sa disparition. C'est pas sa dernière interview, mais c'est quand même du Bruno Latour récent. Et ça fait partie des choses que lui, il avait envie de laisser. Vous voyez que il y a une série de 12 interviews. Il y a évidemment tous les bouquins de Latour. Je vais vous en montrer une, parce que je pense que ça vaut le coup de passer 13 minutes avec Bruno Latour. Je vous invite à être un peu concentré. C'est quand même un monsieur qui a renversé conceptuellement le monde pendant toute sa vie. Quand il cause, chaque phrase vaut quelque chose. L'idée, c'est que on essaye de débriefer après qu'est-ce qu'il nous dit et c'est quoi les messages forts qui passent là-dedans. Moderne a été un mot d'ordre qui a organisé le front de modernisation dont nous nous apercevons en ce moment que c'est un front de destruction et c'est fini. C'est une parenthèse. La parenthèse se referme. Elle met longtemps à se refermer, mais maintenant on sent bien que beaucoup de gens seraient un peu d'accord pour dire en tout cas on ne va pas moderniser la planète. Et si on la modernise, elle disparaît, elle devient inhabitable et invivable pour nous, en tout cas pour les humains.
Et ces capacités de sélection, c'est ça que j'appelle composer, elles sont différentes, assez profondément différentes, de ce qu'on entendait par moderniser. Et elles ne peuvent pas être rassemblées dans un grand slogan. Et si je dis composez votre mode d'existence pour que, non, votre existence pour qu'elle réponde à l'habitabilité de la planète, ça vous mobilise pas tout de suite dans un certain ordre. Vous dites, vous commencez à vous gratter la tête et vous dites, bon alors je fais quoi? La permaculture d'un côté, je veux quand même me passer du CO2, mais je fais comment? Et on rentre dans ce monde, qui est le monde dans lequel on vit, de controverses infinies sur les façons de modifier vos modes de vie. Mais c'est sain, parce que ce qu'il y a de terrible dans l'expression de moderniser, c'est que ça aveugle. Ça empêche complètement de vous poser des questions sur ce que vous laissez. Le message alternatif de composition, donc ça veut dire plonger dans les controverses, abandonner la séparation entre ce qui est progrès et ce qui est archaïque, s'intéresser évidemment à la question fondamentale de l'habitabilité et rendre les conditions d'habitabilité premières par rapport aux questions de production, ça demande du travail. On n'a jamais été moderne, mais on est sorti de l'idée qu'on l'était, et le chantier reste complètement ouvert. Le fait, c'est du condensé, de condensé, de condensé. Vous avez vu, il a dit plusieurs fois le mot controverse. À chaque fois que lui il dit le mot controverse, il entend tout ce que vous avez eu dans le cours sur les controverses scientifiques et pas mal d'autres bouquins. Donc forcément, il y a un petit décalage de densité. Néanmoins, est-ce qu'il y a des expressions, des idées, des évocations qui vous ont intéressé ou marqué dans ce petit entretien? Quand il nous parle du front de modernisation ou de ce slogan « Modernisez-vous », c'est bien la même chose que ce que Baptiste nous disait quand on réévoquait ce « on n'arrête pas le progrès ». C'est cette fatalité. Après, ça va bien au-delà, et ça, je ne vais pas le détailler ce matin, parce que si vous avez envie de saisir ça, vous lirez Où atterrir. C'est un changement dimensionnel de l'histoire. Pour lui, le front de modernisation, c'est une opposition entre « modernisez-vous », parce que moi j'aime bien rappeler comme le futur c'est Star Wars. Voilà, depuis les années 80, on rêve de faire Star Wars, et d'ailleurs on est en train d'y arriver. Voilà, il y a plein de trucs. On fait des robots, machin, truc. Ou le bon vieux temps, cette espèce d'opposition. Et lui, il nous dit qu'effectivement, on organise notre pensée et notre politique autour de ça, mais que cette opposition-là n'est pas féconde et n'est pas pertinente. Et il propose une autre dimension, un axe orthogonal. C'est clair pour vous que des espaces à n dimensions, c'est quand même pas facile à concevoir, et surtout quand on est dans une dimension, c'est quasiment impossible d'inventer l'autre. Et donc concevoir ce qu'il y a dans l'autre dimension, où la notion de modernité n'est pas notre référence, c'est assez compliqué. Pour vous donner un exemple, pour vous, la somme des angles d'un triangle, ça fait combien? C'est pas de controverse. Il n'y a pas de controverse. Donc on est tous ici dans cette salle convaincus que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Vous avez déjà vu une fourmi sur un globe, ou un grand voyageur, c'est presque pareil. Imaginez qu'elle parte du pôle Nord. Elle descend à l'équateur. Virage de 90 degrés sur la droite. Elle suit l'équateur. Elle refait un autre virage de 90 degrés sur la droite. Et quand elle revient au pôle, l'angle là-haut peut tout à fait être de 90 degrés. Et donc on peut tout à fait avoir un triangle dont la somme fait 3 fois 90 degrés. Donc c'est simplement que quand on est dans un plan, c'est très difficile d'imaginer la troisième dimension. Et le truc, c'est que vous ne m'avez pas dit la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés dans un plan, mais il y a d'autres géométries. Quand on est coincé dans une géométrie, on ignore les autres. La thèse de base de la tour, c'est qu'on est coincé par cette pensée de modernité et qu'il va falloir un vrai effort, et personnel et collectif, pour s'apercevoir qu'il existe quelque chose en dehors de cette dimension-là. Donc ça, c'est la thèse du bouquin, et puis je vous laisserai le lire, parce que c'est compliqué. On va essayer de revenir sur des choses plus simples, parce qu'il dit des choses simples aussi. Mais bon, il est très clair sur le fait que cette notion de modernité, elle est caduque, mais surtout, elle est obscurcissante. Elle nous empêche de penser le présent. D'autres choses que vous aviez retenues de ce qu'il nous dit? Sur le mot de composer, j'ai l'impression que c'est ce que vous me dites depuis le début de la semaine. Quand vous dites ça tombe bien, il faut des ingénieurs généralistes. À chaque fois, c'est pour l'action de composer. Mais lui, il est dit que c'est tout le monde qui doit le faire. Et donc je me dis, nous on a bien de la chance, c'est peut-être possible qu'on le fasse vu qu'on a les armes. Mais
Et surtout que ce n'est pas juste composer une idée, une symphonie, il parle bien de composer des mondes. Hein. Bruno Latour utilise l'expression composer des mondes. Sauf que si vous regardez ce qui est marqué sur le bouquin, c'est qui l'a écrit, le bouquin, La composition des mondes? C'est pas un anthropologue, c'est Philippe Descola, quoi. C'est l'anthropologue le plus célèbre au monde. Voilà. Et il se trouve que les deux sont français. Et en fait, là, on est dans une vidéo, et donc il n'y a pas les références, mais c'est une citation explicite. Il y a une autre citation explicite à Philippe Descola dans le petit entretien. Donc on connaît pas. Mais oui, je vois bien, c'est pour ça que je suis là. J'ai l'espoir de vous apprendre un truc ou deux ce matin. C'est Philippe. Alors les Blancs ont la langue fourchue, oui, on va y revenir. Non mais s'ils donnent des images comme ça, c'est qu'il y a du concept derrière. Et c'est là qu'on va. Mais juste pour faire le lien avec Philippe Descola, hein, Philippe Descola, on va en parler après. Lui, il s'est rendu célèbre sur la séparation nature-culture. Et il met en avant que ceux que Latour appelle les modernes, et que lui, il va appeler les naturalistes, qui, pour faire simple, représentent l'Occident, ou les pays du Nord, ou les pays riches, si on fait un peu simple, on construit cette séparation entre nature et culture, mais Descola nous montre que cette séparation est très largement arbitraire, ou en tout cas culturelle, et qu'il existe d'autres compositions des mondes. Donc, l'autre chose que je vais vous montrer, c'est quand on parle d'écosystèmes avec des espèces en interrelation, il y a une écologie des idées. Les idées sont en permanence en interrelation, et des géants comme Latour et Descola se répondent en permanence. Il a commencé, au début de l'entretien, à nous parler nature-culture. À la fin, il nous parle de la composition des mondes. Autrement dit, sur 13 minutes, il ouvre avec Descola, il clôt avec Descola. Et en fait, après, il résume aussi sa thèse dans ce petit bouquin, où il nous dit les choses encore plus simplement. Il dit, ce qui structure le monde actuel, c'est le déni. Il l'a dit. On refuse la réalité. Et en fait, la réalité, elle est relativement simple. On a besoin des 9 limites planétaires pour l'exprimer. Enfin, bon, si on résume, c'est juste, on fait absolument n'importe quoi et on fait l'exact contraire de ce qu'on dit qu'on va faire. C'est troublant, il y a peu de gens qui le disent clairement. Lui, il écrit un bouquin pour expliquer ça, et il est on ne peut plus clair. On ne se rend pas assez compte que la question du climato-négationnisme, il ne parle pas de scepticisme, de climato-négationnisme, organise toute la politique du temps présent. Et il soutient sur des pages et des pages qu'on ne peut rien comprendre à ce qui se passe depuis la fin du XXe siècle jusqu'à maintenant si on ne regarde pas l'organisation mondiale du négationnisme du changement climatique. C'est le cœur de la pensée et de l'organisation humaine actuelle. C'est une thèse forte, c'est évidemment une thèse coup de poing, une thèse dérangeante. Il a évidemment des arguments. Je vous invite à lire ce petit bouquin, il est tout petit, et la première partie est très simple. Il le sort peu de temps après l'élection de Donald Trump. Je ne sais pas si vous vous souvenez du moment de l'élection de Donald Trump, vous deviez être jeune. 2016. Ouais. Bon, ça vous avait fait un effet, vous? Ouais, d'accord, ok. Bon, on a une expérience commune. Enfin, voilà. Il y a un certain nombre de gens qui ont vécu un moment particulier, le jour où on a entendu « Ah, Donald Trump est élu président des États-Unis ». Il ne vous aura pas échappé que ce choc-là s'est répété à plein d'endroits du monde, et encore très récemment. Et ce que soutient Bruno Latour, c'est que, ce qu'on résume sous ce terme « montée des populismes », et qu'on craint et qu'on explique peu, et qu'on décrit au mieux comme une vaste bêtise des peuples, a un sens extrêmement structuré. Que, justement, le front de modernisation construit la montée des populismes, parce que le front de modernisation est basé sur un double mensonge, qui est le projet moderniste, qui est de manière évidente non viable. Les 9 lignes planétaires nous montrent que le projet moderniste n'a aucune chance, et les gens ne sont pas si bêtes, ils savent bien que, enfin, voilà, ils entendent ce qui se passe au COP, enfin, tout ça c'est dans le journal en permanence. Et le fantasme du bon vieux temps, qui n'est pas plus opérant. Et donc, ce qu'on raconte à toutes les populations depuis 30 ans, c'est une double absurdité, c'est un double mensonge, et que le fait que les gens basculent et dans la colère et dans l'irrationnel, quand les seules propositions disponibles n'ont aucun sens, ni en termes conceptuels, ni en termes opérationnels, ben, c'est logique, en fait. Donc, il est clair ce qui se passe. C'est pas ah ben Donald Trump, c'est vraiment pas de bol, Orban, c'est vraiment pas de bol, et Bolsonaro, c'est vraiment pas de bol. Il se passe un truc. C'est massif, ce truc-là. Et ça a du sens.
Et ça a du sens parce que toute la politique mondiale, selon Bruno Latour, est organisée par le mensonge. Et le point clé du mensonge, c'est le déni du réchauffement climatique. Et il va un cran plus loin dans l'explicitation. Il remercie Donald Trump, ce qui est évidemment ironique, il remercie Donald Trump pour la clarification qu'il a apportée au champ politique. Il dit aujourd'hui, le principal combat des humains, et vous avez bien compris que pour lui, cette notion de combat, il n'a jamais séparé le combat scientifique du combat politique. Il a passé toute sa vie à montrer que les deux sont toujours reliés. Le climat est un exemple majeur de ça. Il dit, donc, le combat est scientifique et politique, il oppose deux camps, les irréalistes et les réalistes. Et là où M. Trump a un immense mérite, c'est qu'il a très bien permis de comprendre et de qualifier ce qu'est le camp irréaliste. La réalité, on s'en fout. La science, on s'en fout. Les rapports des scientifiques, on s'en fout. Je raconte mon projet, mon fantasme, sans aucune référence à quoi que ce soit de vérifiable. Aujourd'hui, il y a un projet politique que Latour nomme irréaliste. Par opposition, ce serait quoi le projet réaliste ? Arrêtez de consommer. Le projet réaliste, comme le définit Latour, c'est ceux qui lisent les rapports du GIEC et de tous les scientifiques et qui en tirent les conséquences. Voilà. Et c'est évidemment une inversion. Hein, et on retombe sur notre running joke de il y a la vraie vie. On voit qu'en fait, se mettre d'accord sur c'est quoi la vraie vie, c'est aujourd'hui un enjeu extrêmement compliqué. On est en pleine controverse sur c'est quoi la vraie vie. Puisque d'un côté, il y a des gens qui nous disent la vraie vie, c'est de faire comme si les rapports du GIEC n'existaient pas. À côté de ça, on a Bruno Latour qui nous dit ça, c'est la définition d'être irréaliste. Quand on est réaliste, on lit les rapports scientifiques et on en tire les conséquences. Et donc, un des apports de M. Latour, c'est d'avoir inversé d'une certaine manière la charge de la preuve et des représentations, de dire il est profondément irréaliste de penser qu'en faisant l'exact contraire de ce que disent les scientifiques et en ne tenant pas compte ni des constats ni des promesses, ça va bien se passer. Être réaliste, c'est examiner les faits et en tirer les conséquences. Évidemment, malheureusement, il en tire la conséquence que l'immense majorité des dirigeants du monde, sans être des Donald Trump, heureusement, sont plutôt du côté des irréalistes. Et toute la question, c'est comment on invente un monde du côté réaliste. Il nous a posé une question dans cette vidéo, je ne sais pas si vous l'avez entendu, une question qui est magnifique, justement, sur le futur. Il nous dit « L'abondance, plus la liberté, plus l'émancipation, sans la modernité, ça ressemble à quoi ?» C'est ça la question qu'il pose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est convaincu que soit on accélère comme ça, soit on revient au passé. Ce n'est pas vrai. La question qu'il nous pose, c'est comment on invente quelque chose de profondément différent, tout en étant réaliste. Et donc, c'est ça qui définit par abondance, plus liberté, plus émancipation, sans la modernité. Juste être capable de formuler cette question-là comme ça, c'est un exploit théorique. C'est quoi les deux pistes qu'il a évoquées négligemment, mais c'est les deux seules. Il n'a pas dit permaculture ? Il a dit la permaculture et il a dit je veux me passer du CO2. Vous aurez compris pourquoi cette vidéo, mes chers, ait fait sens. Voilà, c'est juste les deux choses qui m'ont occupé depuis 20 ans. Comment on fabrique un système complexe permaculturel viable, et c'est là qu'on va cet après-midi, tout en se passant du CO2. C'est nos vies bas carbone. Donc Horizon Permaculture et nos vies bas carbone. Il les évoque de loin parce que ce qui l'intéresse, c'est pas tant de donner une réponse, mais d'amener les personnes à construire la leur. Il croit énormément au lien à la Terre et dans sa réorientation du monde, il remplace le projet de modernisation par le projet de devenir terrestre, les terrestres. Et ce lien à la Terre, ce lien à un lieu, ce lien au vivant, c'est un point commun à la Tour, à Descola, à la permaculture, et c'est pour ça qu'on les rassemble ce matin. Ah oui, j'en ai oublié un petit bout. Je ne sais pas si vous êtes conscient que ce type-là est très 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 largement glorifié. On dirait que personne ne le lit avant de dire qu'il est génial. Parce qu'il écrit des trucs troublants quand même. Page 33, où atterrir. Il pose une hypothèse. Les élites obscurcissantes auraient pris la menace au sérieux, auraient conclu que leur domination était menacée, elles auraient décidé de démanteler l'idéologie d'une planète commune à tous, compris qu'un tel abandon ne pouvait en aucun cas être rendu public,
qu'il fallait donc oblitérer les connaissances scientifiques à l'origine de tout ce mouvement en agissant dans le plus grand secret, tout cela au cours des 30 ou 40 dernières années. Est-ce que vous avez compris de quoi il parle? Ouais. Et puis il n'y a pas des grosses usines, entreprises d'énergie fossile qui ont financé plein d'études climato-sceptiques? Notamment, voilà. Là, je vous renvoie à Oresque, Naomi Oreskes, Les marchands de doute. Vous avez entendu parler de cette étude-là? C'est absolument fondamental. C'est une étude extrêmement détaillée aux États-Unis, basée sur les archives de l'ensemble des procès du tabac, qui sont maintenant publics, et qui a détaillé exactement comment l'industrie du tabac a fabriqué du doute. Voilà, c'est une étude complexe, mais voilà, enfin, on avait toutes les données scientifiques, on savait très bien que le tabac causait le cancer, et on a réussi à décaler de 20 à 30 ans des prises de décision en coordonnant à très vaste échelle la fabrication du doute. Ça, c'est parfaitement documenté aux États-Unis, et le boulot de Oresques, Les marchands de doute, fait référence là-dessus. Ce qui est extrêmement troublant, déjà, c'est effectivement cette idée que c'est pas parce qu'un truc est vrai qu'il s'impose sur la scène, loin de là, mais les gens qui ont fabriqué le doute, c'est pour dire clairement, plus que du mensonge, c'est du doute, parce que c'est beaucoup plus efficace de semer du doute que de mentir, tout simplement. Donc il y a cette stratégie extrêmement élaborée, mais bien dans le but de retarder l'action. Les gens qui ont fabriqué ça ont non seulement les mêmes méthodes, mais sont les mêmes personnes que celles qui ont fabriqué tout l'argumentaire climato-sceptique. Et ça, c'est parfaitement documenté. Les gens qui ont organisé 20 ans de désinformation sur le tabac ont ensuite organisé la désinformation sur le changement climatique. Donc quand il nous dit qu'on ne comprend rien à ce qui se passe dans le monde si on ne regarde pas la place centrale du déni du réchauffement climatique, il a quelques arguments. Et ce qu'il nous dit là, c'est les riches ont refusé l'hypothèse d'un monde commun. Ils considèrent que, ça fait très longtemps que les riches savent qu'on va dans le mur, et que la seule chose qui peut expliquer là où on en est, c'est que, oui, ils ont les infos, et ils ont juste dit, on va sacrifier la planète, mais nous, on va s'en tirer. On n'est pas tous à bord du même bateau. Et on va organiser la désinformation à très vaste échelle. Alors, vous allez me dire, ça sent la théorie du complot. C'est pour ça que je vous en parle, parce que c'était qui que ce soit d'autre que Latour qui disait ça, on le prendrait pour un dingue. C'était d'autres que Oresques qui documentaient ça, on les prendrait pour des dingues. C'est béton, informez-vous, regardez les choses. Si on essaye de penser la politique actuelle en dehors de l'organisation massive du déni des enjeux climatiques, on ne peut pas comprendre où on en est. Ouais. Je suis d'accord, il faut lire le bouquin pour bien comprendre les termes, mais le mot organisé, il m'évoque des trucs qui font un peu complexes. Est-ce qu'il y a plusieurs dirigeants qui se rencontraient dans des pièces? Oui, on a les noms, on a les comptes rendus, les marchands de doute. Je ne me permettrais pas d'évoquer des choses comme ça si ce n'était pas parfaitement documenté. Pour le tabac, il y a des acteurs bien identifiés. C'est un petit sujet, mais d'un point de vue réchauffement climatique, c'est les mêmes. C'est les mêmes. On a les noms, les dates. Voilà. Lisez les marchands de doute. Voilà. Et ça ne dit pas qu'ils ont raison et qu'ils ont le pouvoir sur le monde, mais le fait qu'il y a des gens qui fabriquent de la désinformation extrêmement pointue, c'est parfaitement factuel. Et il y a peu de gens qui osent regarder ça. Tout le monde dit « Oh, c'est terrible, Bolsonaro est élu ». Non, mais attends, oui, c'est pas de bol et c'est en train d'arriver partout dans le monde. Comment on peut se dire que c'est une coïncidence? Il y a un signal planétaire, et enfin voilà, on est dans la 28e COP, et les émissions de gaz à effet de serre montent toujours. Soit tu deviens dingue, soit tu regardes. Les Blancs ont la langue fourchue. Après, du coup, j'imagine que c'est bien expliqué dans le bouquin, mais le fait qu'on observe des tendances un peu partout qui soient similaires, c'est pas que je trouve que c'est pas étonnant, mais je trouve ça pas étonnant, quoi. Je veux dire, ça fait depuis l'origine de l'humanité que les gens qui ont le pouvoir et les moyens ne se mettent pas dans le même bateau que ceux qui ne l'ont pas. Donc est-ce que finalement c'est étonnant qu'on arrive à un point où en regardant les enjeux, il y a des gens qui se disent « Ouais, bon, je vais m'en sortir ». Pas trop, non? Je te laisse l'entière responsabilité de ton affirmation très très générale. L'idée que les dirigeants ont toujours systématiquement considéré que le reste de la société était sacrifiable est une affirmation extrêmement forte.
Donc, pas tous les dirigeants, mais, Voilà. pas tous les dirigeants, mais ça fait depuis toujours qu'il y a des dirigeants qui fonctionnent comme ça. Voilà. Et le fait qu'on est dans une période où ils sont en train d'organiser l'ensemble de la politique mondiale est une donnée particulière qu'il y a assez peu de gens qui évoquent clairement. Soit on le pense sans le dire, et c'est une manière, c'est ce qu'on appelle le cynisme, et c'est une manière aussi de renoncer, soit on le formule et on agit dessus, et on est dans cette notion de controverse scientifique, et dans la controverse scientifique, on sait qu'il y a des bords opposés, et que tout le monde ne veut pas la même chose, et qu'à un moment, on veut agir sur fabriquer une vision du monde, on est en train de composer un monde. Et donc, le fait qu'il y a des gens de mauvaise foi, ça a toujours été le cas, ça, il n'y a pas de photo. La question, c'est comment on regarde ça, et pourquoi je vous amène ça, c'est parce que, et la vision de Latour, puis celle de Descola et de Morin, puisque c'est là qu'on va, nous permettent, de donner du sens à un monde qui paraît absurde, mais surtout de créer une opérabilité de l'action et de l'organisation à un moment où tout le monde se dit « Oh, bah, de toute façon, on ne peut rien faire ». Ce qui est profondément faux. On ne peut pas rien faire. Mais il faut comprendre la règle du jeu pour pouvoir agir. Et si on croit 2 secondes que c'est un jeu de bonne foi, évidemment, les chances sont nulles. Et si on ne regarde pas comment c'est organisé, on ne peut pas agir. Pour autant, et c'est là que c'est hyper intéressant, c'est ce qui nous invite à faire, ce n'est pas d'abord une opposition, lobby contre lobby, c'est une invention. C'est de créer une nouvelle dimension qui n'est pas juste le futur moderniste contre le passé, mais qui est une nouvelle voie. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et là, du coup, je bascule sur notre ami Philippe Descola. Lui aussi, il nous invite à composer des mondes. Donc ça, c'est un tout petit livre de Descola où justement il fait une synthèse aussi de son parcours. Ce n'est pas des gens qui sont très jeunes, c'est aussi pour ça qu'ils sont extrêmement célèbres. Pareil, c'est vraiment un des chercheurs les plus cités au monde. Qu'est-ce qui lui prend de dire la nature n'existe pas? Vous avez jamais entendu une conférence là-dessus, nature-culture? La nature n'existe pas. C'est ça le concept clé d'un Philippe Descola. Ce que nous amène à regarder Descola, c'est que nos mondes ne sont pas une donnée factuelle. Nous fabriquons nos réalités. Et quand on dit nous, on parle en logique de société. Il se trouve que vous et moi, on a grandi en Occident, et en plus on a une formation scientifique. Tout ça s'additionnant fait qu'on est des naturalistes ultra-naturalistes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont convaincus que d'un côté il y a les humains, et de l'autre côté il y a la nature. Ce qui est un présupposé, en fait, extrêmement puissant, pour le dire simplement, mais qui n'est pas le cas partout. Ce qu'ils constatent, c'est qu'il y a plein d'humains qui s'organisent et qui vivent et qui pensent sans se présupposer, avec des présupposés tout à fait différents. Et en somme, c'est une manière de comparer. Les manières de composer les mondes, c'est ce que lui, il appelle une ontologie. Alors attention, la définition d'ontologie, c'est fatigant. Ouais. Il est philosophe aussi. Mais ce qu'il nous montre, c'est qu'il y a plein de peuples au monde qui vivent dans des réalités différentes. D'où ça lui vient une idée pareille? Bah, il est anthropologue. Ah oui, il est anthropologue. Et qu'est-ce qui se passe quand on est anthropologue? On va vivre 3 ans en Amazonie, lui chez les Jivaro. Et quand on passe 3 ans chez les Jivaro, on revient avec une thèse et on raconte tout un système. Et voilà, il fait partie des gens qui ont fait avancer la connaissance de peuples qui ont une vision différente. Et il a bien montré que chez les Jivaro, il y a des relations avec des animaux et avec des plantes qui s'apparentent tout à fait à des relations sociales. C'est-à-dire que font partie du système social des plantes et des animaux. Et là, on retombe sur le concept de non-humain, tant Bruno Latour que Philippe Descola, et c'est pour ça qu'ils se répondent beaucoup et que beaucoup de gens les comparent. Tous les deux, avec des cheminements très différents, nous amènent à considérer le fait que des non-humains aient une place dans les débats et dans les relations. Et ils montrent qu'il y a plein d'humains qui considèrent comme plus proches de leur famille des êtres non-humains que d'autres humains. Il y a des gens pour qui c'est évident que tel arbre fait partie de la famille, alors que les humains qui sont là-bas nous sont peut-être très vaguement apparentés comme le sont les chimpanzés, mais que l'arbre est beaucoup plus proche de nous. Et ce qui montre, c'est que tout ça a une cohérence, parce que globalement, on a toujours regardé tout ça depuis très longtemps en mode « c'est des sauvages ». Bon. C'est des sauvages, c'est pas mal, mais c'est quand même un truc qui permet assez simplement de se dire « moi j'ai raison, je ne vais pas me poser de questions ». Et eux, quand ils font un truc qui ne me plaît pas, c'est des sauvages. Et puis, nous, quand on massacre des gens, ben, c'est pas très grave, puisqu'on leur apporte la civilisation. Juste quand même, pour vous rappeler pourquoi cette notion c'est des sauvages
ne tient pas l'examen des faits. Vous avez une idée de ce qu'on a fait au Congo belge? Tout ça est aussi évidemment lié à l'équilibre nord-sud et aux visions coloniales du monde ou pas. Je vous invite à regarder sérieusement la question des colonisations, mais c'est le roi de Belgique à l'époque qui possédait le Congo belge, et donc on payait les mercenaires en fonction du nombre de mains qu'ils ramenaient, notamment du nombre de mains d'enfants. Mais nous, on leur a apporté la civilisation. C'est juste pour vous dire que quand on dit les autres, ils font des trucs qui nous choquent, c'est des sauvages, mais nous, on est civilisés, ça ne tient pas l'examen des faits. Nous aussi, on est tout à fait capable de se comporter comme des sauvages. Et là, je renvoie à Claude Lévi-Strauss. Le barbare, c'est d'abord celui qui croit à la barbarie. Donc, le fait de repousser les autres en dehors de la sphère de l'humanité légitime, ça, c'est une tendance récurrente dans l'humanité. Ce que propose Descola, comme le proposait Lévi-Strauss, c'est d'arrêter ça. C'est-à-dire, l'humanité est réellement une, au sens d'espèce, et également digne. Mais si on dit qu'on est également digne, il faut se dire que les Givarros, ce qu'ils racontent et ce qu'ils font, ça a du sens. Et donc, c'est notamment ça qu'il a fait dans sa thèse. Ça a bien marché, ça a eu un certain succès. Et après, c'est ce que font les anthropologues, une fois qu'ils ont fait du terrain, qu'ils ont documenté quelque chose, qu'ils ont montré quelque chose qu'on n'avait pas vu, ils lisent pas mal d'autres trucs et ils comparent. Et là, il a comparé à peu près, c'est peut-être pas exhaustif, mais c'est hallucinant la quantité de données anthropologiques qu'il a croisées. Et il a fait une synthèse mondiale de la manière dont les peuples composent leur monde ou font une ontologie. Et pour donner une image, ça revient à dire qu'il y a des peuples qui vivent dans un plan et il y a des peuples qui vivent sur une sphère. Il y en a qui sont convaincus que la somme des angles d'un triangle font 180 degrés et d'autres qui disent non. Et en fait, il ne dit pas qui a tort, qui a raison, il décrit les différences. Et ce qu'il nous montre, c'est que nos certitudes sont un point de vue. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Je vais vous donner quelques citations du monsieur. C'est assez perturbant. Hein. C'est assez perturbant. En fait, ce qu'ils sont en train de nous expliquer, c'est que le problème, ce n'est pas simplement dans le résultat de nos actions. Parce qu'on a constaté qu'il y avait un problème dans le résultat. Ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que la manière dont nous pensons est elle-même viciée. On est convaincu qu'il y a des choses qui sont objectives alors qu'elles sont subjectives. Et que si notre manière de penser est faussée, à chaque fois qu'on va chercher une solution, on va taper à côté, voire on va amplifier le problème. C'est du coup assez troublant. Hein. Il l'explicite, c'est des gens qui ont du vocabulaire, quoi. Ça peut être un peu complexe à lire. J'ai extrait quelques citations qui sont assez signifiantes, significatives. Si vous voulez vraiment accéder à leur pensée, ça c'est déjà un résumé vulgarisé. Hein, donc, c'est des tronches, comment. Hein. Mais il dit des trucs très nets comme « Des termes comme gravitation ou photosynthèse ont une validité universelle. » On se rassure, les données existent. Ah, chouette, ah oui, je ne suis pas fou. Ce n'est pas le cas de notions comme société, culture ou nature. Il y a des peuples qui n'ont pas de concept de nature, parce que pour définir la nature, il faut imaginer qu'il y a quelque chose en dehors de la culture, en dehors du monde des humains. Or, il y a plein de peuples qui n'ont pas de séparation. Ce que nous, on appelle la nature, les arbres, les plantes, les animaux, les rivières, le vent, les montagnes, font partie de la société. Et est-ce que cette manière de voir les choses est vraiment plus bête que la nôtre? Ça se discute franchement. Il a monté une somme théorique pour montrer que ces différents systèmes sont cohérents, ont une cohérence interne. Deux, il y a quand même les résultats. C'est intéressant de juger une théorie à l'aune de ses résultats. Et une des choses qui nous rappelle, c'est que nous, on est quand même des obsédés de la logique. Comme il le dit, comment il le dit, depuis la Grèce ancienne, les concepts scientifiques et politiques ont été pris dans un étau logique. C'est une de ces manières de dire notre pensée a pris un parti extrêmement particulier. Il a des mots forts là-dessus. C'est ça. La division constitutive entre ce qui relève de la nature et ce qui relève de la société, enfin, une division nature-culture, introduit chez les modernes, bing, c'est plus la tour qui parle, hein, donc tu vois que c'est des gens qui se répondent, une sorte d'apartheid dans le traitement des êtres du monde. Le mot apartheid, il n'est pas choisi au hasard. Hein. Vous vous souvenez ce que c'est que l'apartheid, hein? C'est quand même une des plus grandes injustices créées par les gens qui amènent la civilisation, qui est totalement indéfendable, mais qu'on a défendu pendant longtemps.
si on introduit un apartheid dans le traitement des êtres et du monde, il nous dit que notre manière de penser les plantes, les montagnes, les animaux, est tout aussi injuste que le système d'apartheid. De fait, il ne vous aura pas échappé que la conséquence objective, celle des 9 limites planétaires et de l'IPBES, c'est effondrement de la biodiversité partout sur Terre et de l'habitabilité de la planète. Donc de fait, il y a un truc qui ne va pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit c'est pas obligé d'être comme ça. Il nous dit il est faux de dire que l'homme est en soi une maladie pour la planète. C'est un truc qu'on entend justement, ce truc de de toute façon on n'y peut rien, faut bien vivre, faut polluer pour vivre, donc il faut bien polluer, c'est comme ça, on n'y peut rien. Il est faux de dire que l'homme est en soi une maladie pour la planète. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que comme ça nous responsabilise. Alors, il y a ça, mais simplement, c'est un fait. C'est-à-dire que ça reste un être rationnel, ça reste un des scientifiques les plus connus du monde. C'est juste qu'il connaît, il a largement documenté, et il a trouvé d'autres personnes qui ont documenté un immense nombre de sociétés qui vivent autrement, qui ne détruisent pas le monde. Et donc, un des exemples, c'est la forêt amazonienne est en partie le produit de plusieurs millénaires de gestion du végétal par les populations amérindiennes. C'est toi qui me disais qu'il y a certains endroits, on ne peut pas distinguer la notion de forêt primaire par l'activité humaine. Parce qu'en fait, nous, on agit, soit on laisse la forêt tranquille, soit on détruit la forêt et on la transforme complètement. Ou on la transforme complètement. Il y a des endroits où la règle du jeu est profondément différente. Et en fait, ces endroits sont extrêmement nombreux sur Terre. Ils n'auront pas échappé que ce n'est pas eux qui ont l'essentiel de la couverture médiatique et des moyens financiers en ce moment. Mais ils sont extrêmement nombreux, et c'est ça qu'ils documentent. Leurs pratiques ont façonné la forêt telle qu'on la connaît aujourd'hui, et l'on peut dire qu'elles ont eu des effets bénéfiques, même si, encore une fois, ils ne sont pas intentionnels. Les hommes sont parvenus au cours du temps à conserver un taux élevé de biodiversité tout en accroissant le nombre et la distribution des espèces sylvestres utiles à la subsistance. Les pratiques agricoles traditionnelles, parce qu'il y a des gens qui cultivent en forêt amazonienne, on n'est pas soit agriculteurs, soit des sauvages, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les pratiques agricoles traditionnelles, y compris près de nous, témoignent souvent d'une forme de prudence environnementale éprouvée par le temps. Autrement dit, dans ces circonstances, l'usage de la nature n'est pas en contradiction avec sa conservation. Il est faux de dire que l'homme est en soi une maladie pour la planète. Ce qui nous montre, c'est que dans l'ontologie naturaliste, pour le dire simplement dans la rationalité occidentale, le résultat du progrès, c'est qu'on détruit le monde. Mais il y a plein d'autres civilisations qui sont capables de répondre à tous les besoins de la société, de construire un monde qui fait sens, sans détruire l'environnement dans lequel ils vivent. Et donc, si on est conscient que les autres humains sont aussi des humains, il faut être clair, l'humanité n'est pas en soi destructrice. Il y a une partie de l'humanité qui a organisé une destruction à vaste échelle. On n'est pas coincé là-dedans. C'est le premier truc qu'on s'est dit, il est possible de changer d'avis, d'où le fait qu'il cite le présentisme. Il faut qu'on sorte de ça. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il nous propose pour sortir de ça? C'est vous qui allez nous en parler cet après-midi. Ouais, bon, je vais continuer de vous en parler maintenant, et puis cet après-midi, on le mettra en pratique peut-être. Alors déjà, il propose aux ingénieurs un petit peu de modestie et de prise de recul, quoi. Il décrit cette croyance naïve et prométhéenne que les modernes n'ont cessé de cultiver, selon laquelle les inconvénients résultant des transformations environnementales massives peuvent être traités par des innovations technologiques. Je crois que je n'ai pas un seul atelier où je n'ai pas quelqu'un qui dit « mais de toute façon, moi j'ai foi dans le progrès » ou « mais vous oubliez l'innovation ». L'idée que ça fait des siècles qu'on innove et on a tout dégradé, mais il y a une innovation, on ne sait pas laquelle, qui va venir tout résoudre, est une idée extrêmement puissante. C'est un truc de chaman, quoi, c'est un truc de magicien. Tu as essayé 1000 fois, et à chaque fois, tu as aggravé le truc, mais la prochaine fois, ça va tout résoudre. Et ce qui est marrant, c'est qu'on y croit. Donc, il nous montre bien que, voilà, il décrit, c'est une croyance naïve et prométhéenne. Si on est un peu honnête avec l'histoire des idées, ça ne tient pas 2 secondes, ce miracle technologique. Mais c'est hyper ancré, et j'allais dire, plus tu es haut dans la hiérarchie en France, plus tu sors souvent ce genre de fantasme. Donc, clairement, il va falloir sortir du miracle technologique, qui est une pensée magique. Bon, si on se dit qu'il y a de la pensée rationnelle, le miracle technologique n'est pas une pensée rationnelle. Par contre, lui, il nous fait une proposition sur comment on construit un monde. Il nous dit bien, on ne va pas tous vivre comme les Jivaros d'Amazonie.
Il dit clairement que le fait d'écrire les différents peuples du monde ne vise pas à dire il y aurait tel peuple qui serait parfait et on va suivre un modèle. Il réfute l'idée de chercher un modèle et de le suivre. Il décrit bien l'anthropologie simplement comme une manière de relativiser notre normalité. De se rendre compte que si eux vivent différemment, en fait, on n'est pas nécessairement comme ça. Mais que bien sûr, il faut inventer sa propre solution. Sur quelle base? Déjà en connaissant des alternatives, parce que si tu n'as pas connaissance d'alternatives, il est extrêmement difficile de se libérer d'un carcan normatif. Et ensuite, et en fait c'est la base de pourquoi et comment est né ce cours, il nous fait une proposition très précise. Il pense qu'une des solutions, et ça c'est la note que j'ai envoyée à Mathieu Mazia il y a 3 ans, voilà l'intro, c'est cette citation de Philippe Descola, sur comment amener nos sociétés à vivre sans détruire l'environnement. Descola invite à développer chez un large public une meilleure connaissance du fonctionnement des écosystèmes, de nos échanges avec les autres entités présentes dans un environnement. Donc, vous voyez que c'est juste le programme de la semaine. Et le but, c'est quoi? C'est de constituer des repères intellectuels, jusque-là, pas de scoop, et moraux. Donc l'idée, c'est-à-dire, on retombe sur Dupuis, c'est si tu penses le truc, mais que tu ne l'as pas intégré, tu es en train de savoir sans croire. Donc, il s'agit bien de constituer des repères intellectuels et moraux dont la signification serait publique et partagée. Il s'agit de faire société en intégrant ces notions d'écologie, et en fait, il les détaille. Il parle bien des équilibres subtils qui régissent ces relations au niveau des sols, du circuit de l'eau, des rapports entre prédateurs et proies, de la symbiose, du parasitisme, etc. S'ils étaient mieux connus, pourraient en effet être respectés comme étant des valeurs avec une portée symbolique. Il ne s'agirait plus seulement de seuils quantitatifs établis dans les laboratoires scientifiques, comme on a tendance à le percevoir maintenant, mais de repères intellectuels et moraux dont la signification serait publiquement partagée. Autrement dit, l'ensemble du programme de ce cours est une réponse à une proposition de Philippe Descola. Il se trouve que c'est aussi un hasard. Je n'ai pas juste lu Descola en me disant « Ah, c'est génial, il a raison, on va faire ce qu'il dit ». C'est qu'il se trouve que ce qu'il décrit, c'est très exactement le cours de conception en permaculture sur lequel je travaillais depuis 10 ans. Et quand il y a des génies d'un bout du monde qui te disent exactement pareil que des génies d'un autre bout du monde et qui ne se connaissent pas, c'est qu'il y a sûrement quelque chose d'intéressant dans cette convergence. Il constate une semi-évidence, mais qui donne de la force à sa proposition. Il y a un abîme entre l'importance des questions écologiques dans le destin actuel de l'humanité, CF habitabilité de la planète, et le faible développement de l'écologie comme science, en particulier en France. On ne peut pas se dire que potentiellement cette planète n'est plus habitable dans quelques décennies, et puis se dire l'écologie c'est un truc qui va prendre 5% de l'enseignement. Si c'est une question stratégique, on en fait une question stratégique. Et je ne sais pas si vous vous souvenez que c'était la conclusion de l'intervention de Bruno Latour. Qu'est-ce qu'il disait là-dessus, Bruno Latour, tout à l'heure, les 13 minutes? Il nous dit un truc très net. La question fondamentale de l'habitabilité, il faut faire que cette question prime sur la question de la production. C'est une idée toute simple, qu'on a déjà évoquée. C'est très bien l'économie, mais si la planète n'est pas habitable, il n'y a pas d'économie. Or, pour aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent que le plus important, c'est l'économie. Non, il faut d'abord que la planète soit habitable. Et en fait, ce combat-là, il n'est pas gagné. Est-ce que l'habitabilité de la planète est la question fondamentale? 2, elle a été posée par des gens aussi courageux que Latour et Descola, parce qu'il n'y avait pas grand monde pour le dire il y a quelques années. La question clé, c'est est-ce qu'on peut continuer à vivre sur cette planète ou pas? 3, il y a des avancées colossales. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, 30 ans, on prenait pour des fous ou des marginaux les gens qui posaient la question. Ensuite, les plus grands esprits qui ont toutes les reconnaissances de la société le posent au cœur du débat. Et il y a 6 mois, l'État français publie un appel d'offres pour former 2 500 000 scientifiques. Le premier paragraphe de l'appel d'offres de l'État, c'est « Nous sommes désormais rentrés dans l'Anthropocène, l'habitabilité de la planète est désormais en jeu ». Donc là, on est en plein dans l'histoire des idées, sauf que d'un côté, voilà, ça c'est ce que rédige l'État et ça ne vient pas de nulle part, mais comme on l'a dit, c'est loin d'être acquis. Et donc le cœur de ce que nous amène à regarder ces 2 messieurs-là, c'est est-ce qu'on veut une planète habitable et est-ce qu'on est convaincu que la modernité, telle qu'on nous l'a transmise, on ne l'a pas seulement enseignée, on a vécu dedans, est forcément une réponse, ou est-ce qu'on est prêt à remettre en cause un certain nombre de fondamentaux? Bon, ça fait déjà beaucoup.
Je sais que ce n'est pas très opérationnel. Vous allez voir qu'on va basculer sur qu'est-ce qu'on en fait après la pause. Est-ce que vous avez déjà entendu le tout est plus que la somme des parties? Parce que certains résument par 1 plus 1 égale 3, ce qui est toujours un petit peu choquant, mais c'est le but. Hein. Jusqu'à là, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Est-ce que vous avez des exemples? Le tout est plus que la somme des parties. La symbiose, c'est exemple. Un exemple assez puissant, effectivement. Est-ce que tu peux creuser l'exemple? Les champignons et les arbres, s'ils ne sont pas en... Je me souviens jamais du mot. Mycorhize. Mycorhize, Ouais. S'ils ne sont pas en mycorhize, la somme de l'eau et des minéraux qui pompent est inférieure à ce qu'ils puisent lorsqu'ils sont en symbiose. Donc la somme, si l'indicateur c'est les nutriments et l'eau pompée, elle est plus grande quand ils sont ensemble, quand ils sont séparés. C'est exactement de ça dont on parle, et vient avec ça le fait que le tout n'est pas prévisible à partir des parties. Vous prenez une algue, vous prenez un champignon qui a un amas de filaments microscopiques, qui, à partir de ces deux trucs-là, aurait pu prédire l'immense diversité de tous les écosystèmes végétaux terrestres. Je crois que c'est 290 000 plantes terrestres qui constituent tous les écosystèmes du monde pour leur partie végétale et du sol. Personne n'est capable d'extrapoler ce qui va se passer en assemblant deux espèces. Ça, c'est le concept d'émergence. Je ne sais pas si vous avez déjà été... Ouais. Tu veux nous l'expliquer? Très bien, avec une analogie. C'est pas un exemple plutôt. Si on prend des lettres, chaque lettre représente en elle-même qu'un son, et si on les met ensemble, ça fait un mot qui a un sens. C'est un truc qu'on ne pouvait pas imaginer à partir des lettres. Et donc, c'est le fait de partir de trucs plus petits et les mettre ensemble, ça crée un truc qu'on ne pouvait pas prévoir. Et du coup, il y a des hypothèses qui disent que la vie, c'est un peu ça. C'est le passage où des atomes en eux-mêmes, ils n'ont rien, puis à une certaine échelle qu'on ne sait pas encore bien caractériser, la vie apparaît. Du coup, ça existe à toutes les échelles. C'est exactement le phénomène que tu nous décris. Alors, on pourrait descendre encore en dessous, mais je vais commencer aux atomes, parce que c'est assez facile. Moi, je suis mauvais en physique quantique. Si on se prend le tableau de Mendeleïev, c'est bien un carré, quoi. Qui aurait été capable, a priori, sans l'avoir constaté, d'imaginer et de décrire précisément l'ensemble de la diversité des molécules existantes? Combien d'atomes dans une protéine? 200. Des dizaines de milliers. Les protéines, c'est pas juste, les molécules, c'est pas juste le CO2. Mais on ne peut pas prévoir toute la diversité et surtout toutes les propriétés. Qui pouvait savoir qu'en accrochant un azote à un carbone, ça fabrique, c'est bien du cyanure, non? Oui, voilà. Bon, tu vois le tableau de Mendeleïev, tu vois N, tu vois C, c'est pas évident d'imaginer les propriétés du cyanure. Donc c'est ça l'émergence. Je pars des atomes, déjà juste quand j'en assemble deux, il y a des propriétés qui étaient impossibles à prévoir. Premier niveau d'émergence, premier niveau de complexité imprévisible. Ok, maintenant tu as toutes les molécules du monde. Fais-moi le calcul des possibilités de la cellule. On ne sait toujours pas comment a été créée là où les premières cellules autoréplicantes. On a plein de petits bouts d'idées, de machins, de trucs, mais la manière dont, en assemblant plein de molécules, ça fabrique des cellules vivantes, même en unicellulaire, est un truc qui reste un miracle inexpliqué. Donc, à partir juste des molécules, tu ne peux pas expliquer le niveau de complexité de la cellule, et tu pouvais encore moins le prévoir. La diversité des unicellulaires, notamment des bactéries et des archées. Après, tu prends, une fois que tu sais ce que c'est qu'une cellule, tu dis j'en assemble pas mal, et ça va faire Thomas, Adrien, Diane. On est d'accord que l'organisme multicellulaire n'est pas évident à prévoir à partir de sa donnée de base qui est la cellule. Après, tu prends des individus et tu les mets ensemble, et potentiellement, ça fait une société. Qui est capable de prévoir l'évolution d'une société à partir du descriptif de ces individus? On est dans un emboîtement de poupées russes, et à chaque fois, on a un niveau de complexité supérieur. À chaque fois, le tout est supérieur à la somme des parties. Quand tu additionnes les parties, tu n'es pas capable de décrire les propriétés du tout. Et donc, vous voyez que c'est un cas extrêmement général, et que si on n'est que réductionniste, qu'on s'intéresse que aux parties, on est complètement aveugle à ce qui se passe.
Le réductionnisme, c'est une toute petite partie du réel. Or, et les ingénieurs, et les occidentaux de l'ontologie naturaliste, ou les modernes de la tour, ont une tendance très excessive au réductionnisme. C'est aussi ce qu'on a décrit quand on a parlé de l'hyperspécialisation, et c'est aussi ce qu'on décrit quand on met plusieurs espèces en même temps, parce que là on a dit une société, mais après on a plusieurs espèces, et c'est une histoire de « je réintroduis les loups à Yellowstone, et ça va changer le cours de la rivière ». Bon ben voilà, le tout est plus que la somme des parties, il y a des propriétés émergentes qui ne sont pas déductibles des parties de l'ensemble. Et donc si on est conscient de l'ensemble de ces propriétés émergentes, on aboutit à ce qu'on appelle la complexité. Il y a une vraie différence entre complexité et c'est trop compliqué. Malheureusement, dans le langage commun, on a tendance à les confondre. Si c'est complexe, c'est un impensé, parce que c'est trop compliqué. Mais on vient de dire que la complexité, c'est la règle de base du réel, puisque la chimie est un niveau de complexité totalement différent de celui des atomes, la biologie est un autre niveau de complexité, l'individu est encore un autre niveau de complexité, la société, les écosystèmes, tout ça, ce sont des niveaux de complexité. Edgar Morin nous dit, dans son introduction à la pensée complexe, « Je crois sincèrement que moins la pensée sera mutilante, moins elle mutilera les humains. Il faut se rappeler les ravages que les visions simplifiantes ont faits, pas seulement dans le monde intellectuel, mais dans la vie. Bien des souffrances que subissent des millions d'êtres résultent des effets de la pensée parcellaire et unidimensionnelle. » Il te dit que nos défauts de pensée, ce n'est pas juste une erreur logique. C'est pour ça qu'on détruit le monde. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui meurent et qui souffrent. Et que, du coup, il y a une certaine satisfaction intellectuelle à essayer d'avoir une pensée fonctionnelle. Mais deux, il y a un enjeu humaniste responsable essentiel. Or, vous voyez que s'il y a un point commun à tous ces gens-là, c'est qu'ils nous disent « notre mode de pensée est en lui-même vicié ». Et là, c'est troublant. D'autant qu'en plus, vous venez d'être récompensé par le fait que vous êtes les meilleurs d'une génération à maîtriser ce mode de pensée. Ça peut paraître bizarre. Pour autant, on est capable d'une prise de recul. Et je vous l'ai dit, hein, il ne s'agit pas d'effacer tout ce qu'on sait, mais d'ouvrir une autre dimension, une autre porte, et notamment d'être clair que, ok, je sais compter, je sais même faire un développement limité, une intégrale triple, je ne sais pas, enfin, si vous me trouvez beaucoup de mineurs qui ont fait une intégrale triple depuis qu'ils sont sortis des mines, hein, vous m'appelez, c'est très... Enfin, il y a les 3 copains qui sont partis faire de la recherche, mais sinon, on a fait des trucs d'une complexité mathématique qui ne sert jamais dans tout le reste de la vie de responsable. Par contre, on a de manière sous-entendue une survalorisation du réductionnisme et, pas toujours, une pleine prise de conscience des enjeux de complexité. Alors quand je dis pas toujours, enfin, vous avez remarqué que l'école fait intervenir Jean Covici, a fait intervenir Latour, on est en train de faire ce cours-là. Enfin, il n'y a pas une négation des ingénieurs de cet enjeu-là, mais culturellement, au sens global, nous sommes les grands représentants du réductionnisme, et en même temps, c'est pas inintéressant qu'on saisisse d'autres choses. Pourquoi il nous dit que le réductionnisme, ça marche pas? Mais juste parce que c'est faux, en fait. Et en fait, la pensée logique, il nous dit, c'est super pour programmer un ordinateur. Mais le monde n'est pas un ordinateur. Il nous montre que la logique est géniale en tant que mathématicien, est géniale en tant qu'informaticien, elle peut être géniale en tant qu'opérateur de système, mais si on veut comprendre le monde, un écosystème, des individus, une société, la logique est totalement inopérante. Son pouvoir explicatif est faible et son pouvoir prévisionnel est nul. Parce que ses bases sont fausses. En logique, une proposition est vraie ou fausse. Dans le monde, qu'est-ce que c'est qu'est vrai ou faux? À peu près tout est en partie vrai, en partie faux, selon le contexte, selon l'éclairage. Et lui, il nous invite à remplacer le principe logique par un principe dialogique. C'est-à-dire que toute vérité opérante dans le monde a une partie vraie, une partie fausse. C'est que la question, c'est comment on les intègre. Je sais pas, tentez n'importe quel énoncé général et on essaye d'illustrer avec ça. Une vérité... Les voleurs ne savent pas parler. Ah,
je sais pas, il paraît quand même qu'ils donnent des interviews. Pour autant, est-ce qu'ils ont la même aisance intellectuelle? Et en même temps, est-ce que c'est ça la valeur? Voilà. À partir de n'importe quelle affirmation, on peut donner du pour et du contre. Et lui, ce qu'il nous invite à faire, c'est pas à nier le concept de vérité, c'est à dire beaucoup plus intéressant que de tout binariser, c'est de tout conjuguer. Dans quelle mesure c'est vrai, dans quelle mesure c'est faux, dans quelle mesure cette tension-là existe et est intéressante. Si on pense comme ça, c'est beaucoup plus intéressant que noir implique B et blanc-noir. Ouais. Il y a quand même des objets mathématiques qui cherchent à appréhender la notion de vélocité. Par exemple, genre les lois des grands nombres, pour modéliser des comportements de grande foule ou quoi. Comment est-ce que ces penseurs ils se positionnent sur ce genre de notion? Est-ce qu'ils ont confiance dans les capacités des réductionnistes à essayer d'intégrer la pensée complexe à leur mode de pensée, ou parce que c'est réductionniste dès le départ, il faut repartir de zéro et construire autre chose? Tu veux une réponse honnête? Ouais. J'en sais rien. Mais c'est une très bonne question. Et je ne serais pas surpris qu'il y ait pas mal d'allers-retours. C'est-à-dire que, c'est évidemment simplificateur quand je dis que ingénieur égale science égale réductionnisme. Si on regarde le principe d'incertitude d'Heisenberg, ou c'est quoi? C'est le théorème d'incomplétude. Il y a des trucs où la science objective le doute ou tout système chaotique. Enfin, y compris dans ce que j'ai dit, il y a bien sûr plus de complexité que ça. Même avec un truc aussi banal qu'une équation à trois corps, tu peux montrer que la certitude aboutit à l'incertitude. Tu peux avoir un système parfaitement défini qui, de toute façon, où l'incertitude diverge. Donc, on est d'accord qu'il ne s'agit pas d'opposer complètement les deux univers. Néanmoins, culturellement, eux, ils défendent que, attention, il y a beaucoup trop de spécialisation et il n'y a pas assez de conjugaison. C'est aussi quelque chose qui avait été évoqué, ce principe dialogique, c'est un peu la même chose que, plutôt que de dire « ou », on dit « et ». Comment on conjugue des choses de nature différente. Il conteste aussi, justement, ce principe de cause-conséquence. Tu fais cause-conséquence, tu fais des diagrammes, input-output. Ouais, ok, c'est cool. Est-ce que ça marche dans le monde? Par exemple, est-ce que l'individu est la cause ou la conséquence de la société? Mais non, ça n'est pas trop complexe. C'est le cœur de ce qu'est la complexité. C'est suffisamment complexe pour nous montrer que ces notions de cause-conséquence ne sont pas opérantes. Si on veut penser le lien entre les individus et la société, le lien cause-conséquence, tel que nous, on le voit dans un diagramme où il y a l'input à un bout et l'output à l'autre, n'est pas une bonne structure. La réalité causale des systèmes complexes, il y a toujours une récursivité, ou autrement dit, une boucle cause-conséquence. Bien sûr que les individus sont la cause de la société. C'est l'ensemble des individus qui forment la société. D'ailleurs, il paraît qu'on vote, donc on a théorisé une capacité des individus à orienter la société. À l'inverse, qui va nier le fait que l'individu est le produit de la société qui l'éduque? On va dire, on investit sur vous, c'est combien? C'est 35 000 € par élève et par an, non? Voilà. Si l'État fait ça, c'est qu'il compte vous former. Les mots ont un sens, non? Ça veut dire quoi qu'on vous forme? Un modèle. Voilà, on vous donne une forme. Et ça a beaucoup de valeur. Donc, bien sûr que la société porte un projet, et ne serait-ce que par la langue que j'ai, ne serait-ce que par les films que j'ai vus, c'est tout ce qu'on appelle la culture. Donc, bien sûr que la société modèle les individus. Et bien au-delà de ça, il y a l'ontologie. C'est-à-dire que moi, on m'a toujours dit, il y a le monde des humains d'un côté et il y a la nature de l'autre. Et je l'ai cru. Et je n'ai même pas pensé que je l'ai cru, c'était juste une évidence quasiment aussi solide qu'il y a le ciel en haut, la terre en bas. En fait, ça m'a été inculqué par la société. Donc, est-ce que c'est les individus qui sont la cause de la société ou est-ce que c'est la société qui est la cause des individus? Les deux. Et donc, du coup, tu as un truc, ça n'arrête pas de tourner et tu es en permanence en interaction, rétroaction, interaction, rétroaction. C'est le principe de récursion organisationnelle. Et lui, il donne un analogue qui est le tourbillon. On n'est pas sur un descriptif linéaire, le système dynamique, et en même temps, sa propre cause et sa propre conséquence. Et donc, il faut arrêter de penser en causalité linéaire si on veut penser la société ou si on veut penser un écosystème.
Si on veut penser un GPS, c'est pas con de pouvoir faire un diagramme. Hein. Mais c'est pas la même chose de penser un GPS ou de penser la société ou de penser les écosystèmes. Il reste que c'est justement le travail des ingénieurs généralistes d'organiser tout ça. Ce qui est sûr, c'est que ça vaut le coup de prendre la bonne méthode en fonction du bon problème. Et le dernier principe qui est peut-être le plus difficile à saisir, je vous dis, ça c'est déjà de la vulgarisation, et moi je vous fais la vulgarisation en un quart d'heure. Il a vulgarisé un siècle de pensée dans un tout petit bouquin, et moi je vous le réduis en pas grand-chose. Donc je vous inviterai à creuser. Mais ça vous donne une petite idée. C'est ce que lui appelle le principe hologrammatique. C'est cet aller-retour entre le tout et les parties. C'est cette idée qu'on oppose réductionnisme ou émergence. En fait, il dit que les deux se combinent tout le temps. Et il donne un exemple qui est l'organisme. L'organisme est composé de cellules, donc de fait, le tout est bien composé de plein de parties. Jusque-là, c'est la base. Mais s'il y a un truc qui est très notable dans les organismes pluricellulaires, qu'est-ce qu'il y a au sein de chaque cellule? C'est-à-dire l'information totale de tout l'organisme. Et donc, c'est ça qu'il appelle le principe hologrammatique, c'est au sein des parties, il y a une vision du tout, et le tout est divisé dans les parties. Et donc il faut en permanence faire un aller-retour du tout vers les parties, des parties vers le tout. Et c'est vrai que cet exemple est troublant de la cellule. De fait, les organismes se sont sectorisés en cellules, mais chaque cellule a la totalité de l'information, ce qui n'est pas une évidence a priori. Est-ce que vous avez ça, c'est un exemple qu'on comprend bien, de cette idée-là, que les parties ont aussi l'information du tout, par exemple à une échelle de société. Il va citer l'idée formulée par Pascal. Je ne peux pas concevoir le tout sans concevoir les parties. Je ne peux pas concevoir les parties sans concevoir le tout. Donc c'est une manière de conjuguer les choses plutôt que de les opposer. L'autre chose, c'est... Morin, il nous dit, la complexité, pour moi, c'est le défi, ce n'est pas la réponse. Donc, si vous vous dites, je ne suis pas sûr d'avoir compris, on est tous d'accord. C'est justement le problème et l'aboutissement de ce cours, c'est que il est trop fort, il a raison. Tu dis ça, tu dis, je pense comme un manche, c'est génial ce qu'il raconte, et tu ne sais pas quoi faire. Parce qu'il a écrit l'introduction à la pensée complexe, mais il n'a pas écrit le petit manuel pratique d'auto-reprogrammation pour acquérir les réflexes de base de la pensée complexe. J'ai cru à un moment que ça n'existait pas, et en fait ça existe. Est-ce que vous avez une idée de qui a écrit un petit manuel d'auto-reprogrammation pour acquérir les réflexes de base pour basculer vers un système de pensée complexe? Il y a un exposé qu'on n'a pas fait encore, non? Qui c'est qui n'est pas passé en exposé? Et toi, tu vas parler de qui? David Holmgren et Bill Mollison. Ouais, c'est eux qui ont écrit le petit manuel pratique d'introduction à la pensée complexe, de mise en pratique de la pensée complexe. Ça s'appelle les principes de la permaculture. Pour expliciter pourquoi je t'ai demandé de parler d'eux, c'est que c'est des gens bizarres, vous avez compris qu'on est hors des cases, mais qui remplissent un rôle qui est, pour moi, fondamental, qui est de donner une opérabilité à cette énorme masse de doutes qu'on accumule depuis ce matin. Depuis ce matin, on voit que les génies du monde nous disent il n'y a rien qui marche dans ton système de pensée. Ok, super, mais je fais quoi? Et en fait, ils nous ont quand même un peu laissé en plan avec ça. C'est ok, il y a des trucs qui ne marchent pas. Je peux te suivre jusque-là. Mais à un moment, il faut des solutions, il faut du concret, il faut pouvoir avancer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui ont proposé des solutions sans avoir en plus tout ce diagnostic tel que formulé, même si on verra tout à l'heure qu'il converge sur plein de constats. Et donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est, pour moi, la permaculture est une réponse à la question de la complexité. Et je vous l'avais déjà dit au moment des 9 limites planétaires, c'est-à-dire 9 limites planétaires plus bien-être humain, c'est trop compliqué, on ne sait pas penser ça. Aujourd'hui, moi, c'est ça qui m'intéresse dans la perma, et c'est pour ça que c'est là qu'on va, et que c'est ça dont on va parler cet après-midi. C'est la seule méthode que je connais qui arrive à conceptualiser une approche pragmatique de tout ce qu'on évoque aujourd'hui. Leur intention de base, c'est de piloter un écosystème qui répond aux besoins humains. En somme, c'est le jardin d'Éden, mais créé par des ingénieurs.
C'est générer le jardin d'Éden. On est dans la genèse, mais pas biblique, dans la construction d'un écosystème qui répond aux besoins des humains. Donc c'est à la fois très naïf, à la fois très utopique, à la fois très complexe. Tu l'as très bien décrit, on est d'accord que ces deux-là ne sont pas des chercheurs au sens académique du terme. Ils n'ont jamais prétendu l'être. Ils revendiquent pleinement le statut de chercheur, parce qu'ils cherchent, ça c'est clair, qu'ils se posent des questions, ils publient, mais alors ils se foutent royalement de l'académie. Donc clairement, l'ensemble du système de contrôle de l'académie ne valide en rien leurs travaux. Et enfin voilà, ça tu l'as très bien décrit. Par contre, tu l'as dit, ils savent lire, et ils ont une biblio qui n'est pas négligeable. Donc quand ils disent écosystème, toute la complexité dont on a parlé depuis le début de la semaine est inclue dedans. Et donc quand on est conscient ensemble de ce que c'est qu'un écosystème, quand tu prétends piloter un écosystème pour l'amener à répondre à un cahier des charges bien précis, voilà, c'est ça leur première intention, celle de 1978. Et où ils sont arrivés, c'est ce qu'on va voir juste après. Ce qui est bien dans les bouquins de Mollison, c'est qu'il y a des dessins partout. Alors que Morin, il écrit des trucs super longs. Mais il y en a la moitié qui ne marche pas. Mollison, de toute façon, personne n'a jamais prétendu évaluer Mollison sur l'exactitude. C'est le mec qui te dit partout, les seules limites sont celles de ton imagination. Si on veut évaluer Bill Mollison, c'est est-ce que ce type-là a été capable de générer de l'enthousiasme, de créer un mouvement et d'amener les gens à prendre une dynamique constructive face au constat du désastre. Si on pose ces questions-là, Bill Mollison est un être exceptionnel. Si on pose la question de l'exactitude académique, lui-même s'en foutait, et il a plein de bonnes idées, et il a plein de mauvaises idées, quoi. Je vais être très clair avec vous. Ces gens sont intéressants, parce qu'ils regardent la science, mais ce n'est pas des scientifiques, au sens classique du terme. Holmgren est un petit peu différent. Et juste du coup, est-ce que tu as perçu, donc tu as bien dit, tous les deux, ensemble, ils publient un bouquin en 1978, Permaculture 1. Le prof et l'élève, espèce de coup de foudre intellectuel, un peu comme si, voilà, on se met à discuter dans le couloir, on passe les 2 prochaines années à lancer plein d'idées, et on écrit un bouquin, on sort une nouvelle idée dans 2 ans. C'est ça qui leur est arrivé. Qu'est-ce qu'ils ont fait chacun d'eux dans les 20 ans suivants, ou dans les 10 ans suivants? Le mec a une idée complètement barge, qui est de dire, maintenant on va fabriquer le jardin d'Éden, mais en le concevant, avec de la vraie technique. Il a à peine sorti Permaculture 1, si un jour vous êtes curieux, vous lirez Permaculture 1, c'est maladroit comme tout, quoi. C'était une bonne idée, mais il n'y avait rien de mature. Enfin, voilà. Le mec fait 10 fois le tour du monde, et il crée un mouvement permaculturel dans quasiment tous les pays du monde. Il te crée un mouvement à partir d'une vague idée, et sur sa grande gueule, quoi. Bill Mollison. Et qu'est-ce que fait David Holmgren pendant ce temps-là? Lui aussi, il se dit, comme Bill Mollison, on a une idée géniale, sauf qu'au lieu d'aller l'enseigner dans tous les pays du monde, il se dit, déjà, il faudrait vérifier si ça marche. Et il fait 20 ans de tests, et il disparaît pendant 20 ans. Alors il disparaît à l'échelle internationale, à l'échelle australienne, il continue de publier, et au bout de 20 ans, il te sort le plus beau bouquin de permaculture qui existe, au moins si on aime un peu la théorie et les concepts. C'est juste pour pointer à quel point ils se ressemblent, ces deux gars-là, à peu près autant que le jour et la nuit, quoi. Et sur la théorie de la symbiose, alors là c'est une théorie très personnelle, à mon avis le succès de la permaculture est lié au fait qu'elle a été créée par 2 êtres absolument opposés. Et j'ai jamais trouvé une ligne où l'un des deux dit du mal de l'autre. Néanmoins, voilà, ils ont publié un truc, et pendant le reste de leur vie, ils n'ont plus jamais retravaillé ensemble. Donc il doit bien y avoir une difficulté quelque part, et en même temps, je pense qu'il y a une immense admiration mutuelle. Et il y a le barjot qui ouvre toutes les portes, et on ne va pas s'encombrer avec la rigueur, quoi. Par contre, tout est possible. Et dans la situation réelle, des gens qui ont de l'enthousiasme et qui sont capables de changer, game changer, tu vois, ça a de la valeur. Et à côté de ça, tu as un obsessionnel, introverti, hyper rigoureux, qui vérifie. Et s'ils n'avaient pas été deux, le truc n'aurait jamais marché. Ce qui fait que la permaculture marche, c'est qu'elle est de fait solide conceptuellement, même si je redis que la moitié des trucs de Bill Mollison sont attaquables hyper facilement, mais globalement, et notamment là-dedans, c'est quand même assez béton, et que ça a créé un mouvement, ça a créé un espoir. C'est-à-dire que c'est super d'écrire des bouquins géniaux, mais si personne ne les lit, ça t'emmène où? Et eux, ils n'ont pas juste posé des idées, ils ont posé des pratiques. Et ils ont répondu au constat des super intellos par la pratique. Je vous donne ce sur quoi on bossera un petit peu cet après-midi, et surtout que je vous inviterai à utiliser par la suite, qui sont les 12 principes de permaculture, tels que définis par David Holmgren, mais en fait par Mollison et Holmgren. C'est juste, Holmgren, il s'est
compliquer la vie pour faire un édifice théorique hyper solide, qui est dans le bouquin de 2002, qui a été traduit en 2014 en France. Une bonne moitié de ces principes sont des principes de Mollison. Sauf que Mollison, c'est Mollison. Il n'y a pas 2 bouquins où il y a la même liste de principes. Un coup, il y a 5 principes de Mollison, un coup, il y en a 7, un coup, il y en a 13. C'est plus ou moins les mêmes. Mollison, ça part dans tous les sens. Mais ça foisonne et ça nourrit. Holmgren, c'est carré. En vrai, c'est signé Holmgren, mais il faut avouer que les deux ont vraiment contribué à ça. Et on va simplement lire ces principes-là, et ça sera notre conclusion du matin. Juste, vous avez bien compris que, enfin, le bouquin d'Holmgren est quand même une somme de recherche considérable sur ce truc-là. 2, si je vous le donne là, c'est que je considère que c'est la réponse la plus mature du point de vue opérationnel à tout ce qu'on a posé sur la complexité et les problèmes ontologiques de ce matin. Je sais bien que j'ai eu l'air d'être complètement parti dans les sphères. Tout ce qu'on a dit ce matin est cohérent avec ça, voire ça, c'est une réponse à tout ce qu'on a dit ce matin. Et Holmgren et Mollison n'avaient pas lu ni Edgar Morin, ni Descola, ni Latour. Et donc c'est toujours pareil, je trouve que quand les grosses têtes de chaque bout du monde ont des idées cohérentes, ça compte. Ah oui, je vous l'ai filé en anglais, parce qu'ils sont mal traduits. Enfin, les traductions françaises, elles sont un peu tristes. Deux petits commentaires. Vous avez vu qu'il y a 12 principes, il y a 12 logos, et il les a disposés en cercle. Donc quel serait le 13e principe, selon cette logique? Observe and interact. C'est un cycle infiniment recommencé. Ceux-ci sont des principes de conception, et ça sont les principes éthiques, ce qui nous permet d'affirmer que, oui, la permaculture s'intéresse à la technique, il s'agit de concevoir un système, mais la permaculture n'est pas qu'une technique, puisqu'elle se base et elle met au centre l'éthique. Prendre soin des humains, prendre soin de la terre, partager équitablement. Et à mon sens, c'est un des trucs qui m'a le plus manqué dans le métier d'ingénieur, c'est la place de l'éthique.